pour commencer cette émission. En direct de Chicago, la radio de la communauté. Voilà, nous sommes de retour sur cette antenne de Radio Congo Live en Chicago. Nous sommes effectivement le 1er janvier 2020 ici à Chicago, au studio central. Merci de votre fidélité et de votre gentillesse, monsieur Ange Nzebi. Je sais que vous êtes occupé aujourd'hui et que vous irez travailler. Et c'est cela le devoir d'un vrai Congolais, n'est-ce pas? Oui, bonjour Jean Lewis, bonjour à tous. Voilà, je vous informe l'arrivée du professeur Matouaka qui est en train de se débrouiller là-bas. Alors vous devez retourner votre téléphone. Voilà, votre image est à l'envers, professeur. L'image est à l'envers, ok. Voilà. Alors donc, allez-y, Ange. Donne-moi le temps d'ajuster. Voilà, c'est très bien, c'est très bien. Voilà. C'est très bien. Oui, ça va maintenant. Oui. Je suis à l'envers plutôt. Voilà, il faut ajuster l'encadrement parce que votre crâne est plus ou moins rasé là. Non. Voilà, descendez un peu, voilà. Ça va? Oui, ça va. Allez-y, Ange. Oui, donc je disais, je me présente d'abord, c'est Ange Félicien Zabi, je suis dans l'État de New York et j'aimerais dorénavant saluer tous les auditeurs qui nous suivent sur Radio Congo Live et puis aussi présenter mes vœux de nouvel an, les vœux les meilleurs à tous les compatriotes congolais, qu'ils soient au Congo, qu'ils soient en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord et partout. Je sais que les temps ne sont pas aussi bons, mais que voulez-vous, c'est la vie, hein. Donc, on se contente de ce que Dieu nous présente tous les jours. Donc, mes meilleurs vœux à tout le monde et espérons que c'est une année qui va nous apporter beaucoup d'amour, de paix et certainement beaucoup de transformation dans ce que nous espérons avoir dans nos vies et pourquoi pas dans nos différentes sociétés. Donc voilà un peu d'emblée ce que je peux dire dans mon introduction plutôt. Voilà, nous allons rapidement passer à Régis Voumina qui est membre de la diaspora congolaise de France. Régis, on ne vous connaît pas sur cette antenne, vous êtes actif en France. On vous présente comme ayant participé activement au congrès des Congolais de l'étranger. Donc vous avez à cet actif cela. Alors est-ce que dans vos propres mots, dites aux Congolais ce que vous êtes et que vous avez déjà fait pour cette diaspora? Bonjour, dans un premier temps, bonsoir, comme vous pouvez le recevoir selon l'heure. Monsieur le journaliste Jean-Louis. Effectivement, je suis Régis Voumina, membre de l'association amicale des Indiens 242 et puis membre de MRC, Mouvement républicain pour la libération du Congo. Alors, pour une petite histoire, pour je me parler du congrès, bien entendu, c'est avec le président Roland Nivinitou que nous avions initié le congrès, donc l'association amicale des indignés 242. L'idée vient de nous, on l'avait présenté, et bien entendu, le congrès a eu lieu le 6-7 août 2016. Par la même voie, je formule aussi les vœux à tous ces frères-là, aussi au président Francis Moketo, aujourd'hui présent en exercice du MRC, fruit ou l'apanage, n'est-ce pas, venant de ce congrès. Et c'est le président Francis qui me mandate d'être sur cette ligne pour être avec vous, pour discuter avec vous, pour essayer de donner, n'est-ce pas, ce qu'il faut à donner au peuple congolais en matière de militantisme. Donc, voilà à peu près ce que je peux vous dire en succincte. Voilà, nous allons donc à le professeur un mot à ce qui vous voit sur cette antenne. Professeur Matouaka. Donc les vœux, un peu que vous donnez les vœux, voilà. Professeur Matouaka. Oui, merci d'abord de l'invitation. Bonne fête à vous, hein. Oui, bonne fête. Merci pour cette invitation et merci de me donner encore l'occasion de venir ici. Donc, comme vous l'avez su le dire, je suis Roland Mansoaka, je suis professeur de biostatistique et bioinformatique
l'Université de Duke en Caroline du Nord. Je veux d'abord profiter pour dire à tous ceux qui nous suivent une très bonne année 2020. 2020, c'est pas seulement le début d'une nouvelle année, mais c'est aussi le début d'une nouvelle décennie. 2019 clôturait déjà les années 2010, nous passons 2020. Donc, je souhaite donc beaucoup de choses pour les Congolais, pas seulement pour cette année, mais pour toute la décennie à venir, en espérant qu'à la fin de la décennie, la situation des Congolais, la situation de la vie des Congolais dans les familles, dans les maisons sera différente. Mais aussi, surtout, bonne année pour tous ceux qui continuent de se battre, pour tous ceux qui continuent de lutter, pour tous ceux qui continuent d'élever leur famille et de prendre soin de la diaspora. Donc, je veux aussi penser aux frères et sœurs de la diaspora, loin du pays, mais pas loin physiquement, mais pas loin du cœur, qui continuent d'œuvrer et de militer pour le bien du pays, et aussi au sein de la diaspora, qui travaillent pour l'unité de la diaspora congolaise, surtout ceux des États-Unis où je me trouve. Donc, bonne année et bonne continuation dans vos activités. Merci. Alors, nous parlons aujourd'hui de la diplomatie congolaise, mais aussi des problèmes de sécurité. Je vais inverser la démarche. Rapidement, nous allons évacuer la première partie qui concerne la diplomatie congolaise. C'est à vous de prendre la parole comme vous la souhaitez. La diplomatie congolaise, pensez-vous que c'est une diplomatie agressive et qui travaille pour le pays, notamment pour faire avancer les choses? La question, professeur Matsuaka, vous paraît... Non, Ange Nzebi, la question vous paraît tout à fait banale pour vous, non? La réponse déjà évidente. Bon, merci, G. Lewis. Je n'ai pas été formé dans le domaine diplomatique. Je n'ai pas fait la politique. Donc, ma vision ici, c'est une vision d'amateur. Par rapport à ce que je peux analyser, aujourd'hui, je crois que il y a des problèmes vraiment profonds pour le Congo, et je ne pense pas que cette diplomatie que nous voulons parler aujourd'hui, c'est une diplomatie rayonnante, parce que on ne peut pas faire comme on dit, hein, quand on a des problèmes en dessous. Je crois qu'il faut d'abord, en dessous plutôt, ces problèmes doivent d'abord être réglés avant de parler de diplomatie. Le Congo aujourd'hui connaît des problèmes que nous connaissons tous, et je crois que avant de parler de cette diplomatie, il serait mieux, sinon il serait évident que le Congo règle d'abord les problèmes politiques qu'il a en son sein avant de pouvoir parler de la diplomatie intérieure ou internationale. Voilà un peu ma vision en tant qu'amateur, je dis bien, parce que je fais pas de la politique. Voilà, Régis, on voit que Denis Sassou Nguesso, il voyage beaucoup, il est cité parmi les gens qui voyagent beaucoup dans le monde entier, et avec plusieurs heures d'avion. Alors, est-ce que vous croyez que tout ça, c'est juste pour se balader, ou vous pouvez quand même, à son actif, retenir quelque chose de bien? Qu'est-ce qu'il aura fait en 2019 pour le Congo et qui lui aura coûté tant de tonnes de carburant? Merci. J'aimerais, avant que je puisse vous répondre, que je prenne quelques secondes à formuler le vœu à tous ceux qui nous suivent. Oh, merci. Aussi, que cette nouvelle année 2020 soit l'année du Congo brillant et que le Congo retrouve vraiment ce qu'il souhaite, donc la nouvelle génération. Et sans doute, il ne t'aidera pas avec le président Francis Mokito, qui représente aujourd'hui la diaspora en face de ce régime dictatorial. Vous m'avez parlé de M. Denis Sassou Nguesso qui voyage ça et là, et savoir si ce qu'il fait comme activité dans ce voyage, ça profite aux Congolais. Bon, je dirais nous avons perdu quelqu'un. Le Congo profond. Allez-y. Moi, je dirais plutôt que le Congo est malade sur tous les plans. Et sa maladie est multidimensionnelle. Donc, si au niveau de la politique, on constate les échecs, ce n'est pas à la diplomatie qu'il y aurait les 10 sur 10. C'est pour ces raisons-là, bien entendu, que la nouvelle génération qui nous sommes avait convoqué l'ensemble des Congolais de la diaspora pour diagnostiquer ensemble et proposer des solutions
pour la sortie de la crise de notre cher beau pays. Donc, le Congrès. Nous avions, par le Congrès... Je voulais que vous alliez directement à la question, Régis, qui est somme toute précise, parce que nous avons des impératifs de temps. Est-ce que vous êtes pour... comment appréciez-vous justement les démarches de Denis Sassou Nguesso à l'étranger en 2019? Ces démarches n'ont abouti à rien. À partir du moment où, dans son pays à lui, on peut dire, dans le Swaziland, il y a encore des prisonniers politiques. Mais c'est lui qui n'a pas donné les leçons de morale aux autres. Il y a un problème. Donc, cette diplomatie, pour moi, connaît un échec. Il faut d'abord, au niveau du Congo, qu'on trouve des solutions viables en faveur du peuple avant d'aller donner des leçons de morale aux autres. M. Denis Sassou Nguesso, je peux le dire, il se donne le temps à être médiateur dans différentes crises à travers l'Afrique. Mais pourquoi il ne se donne pas le temps de s'asseoir ou d'être présent à la conférence internationale sur le Congo-Brazzaville, sous l'égide de la communauté internationale, que le MLC a acté au Congrès, que les congressistes ont acté au Congrès, pour qu'ensemble, c'est à partir de là que moi, j'aimerais donner une bonne note à la diplomatie de Brazzaville. Mais jusque-là, pour moi, c'est un échec. Et cette diplomatie pourra avoir le sens réel d'y être lorsqu'il y aura la tenue de la conférence internationale sur le Congo-Brazzaville, sous l'égide de la communauté internationale. Voilà ce que je peux vous dire. Tout est dans le tolérance zéro, quoi. Donc, il n'y a rien. Voilà, j'ai donc, pour être plus concret, j'ai épinglé pour vous deux aspects, notamment sur cette diplomatie. Vous avez les rapports Russie-Congo. Vous avez aussi la question du fonds bleu. Alors, professeur Matouaka, avec vous, nous allons donc refaire ce tour de table. Et que retenez-vous justement des rapports Russie-Congo? Qu'est-ce que le Congo peut en tirer? Qu'est-ce que vous voyez dans le comportement même de la Russie? Je pense que la Russie, plutôt, s'il faut voir les rapports que la Russie a avec l'Afrique, c'est simplement par rapport à leur agenda. Et si vous constatez que pour qu'une diplomatie marche très bien, il faut avoir une vision, il faut avoir un agenda. Et je pense que les Russes ont une vision qui leur permet de prendre la tâche, pas seulement avec le Congo, mais avec tous les autres pays. Maintenant, est-ce que nous, de notre côté aussi, nous réfléchissons pour pouvoir savoir comment tirer profit pour les Congolais, pour la diplomatie congolaise dans ce sens-là? Je ne pense pas. Malheureusement, la diplomatie congolaise a un peu taillé autour du président, autour des intérêts du président, pas forcément les intérêts des Congolais. Et je pense que c'est là où c'est souvent très difficile de voir qu'est-ce qui marche pour le Congo et qu'est-ce qui marche pas simplement pour l'individu qu'est le président et pour les intérêts des politiciens. Mais si c'était une diplomatie faite dans un cadre plus global pour l'intérêt des Congolais, je pense qu'on aurait des avancées puisqu'on aurait une vision plus élargie des choses. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Alors, Ange Nzebi, voyez-vous à terme une attitude positive de la Russie? Parce que on constate, Ange, que pour les populations, l'action de la Russie paraît comme plus ou moins salutaire. Donc, eux qui sont dans la dictature, ils croient que la Russie ne ferait pas la même chose que le fait la France maintenant. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans cette attitude de la Russie? Est-ce qu'elle vise beaucoup plus à ses intérêts, à pérenniser la dictature, ou encore qu'à terme, elle croit qu'il faut, tout en conservant ses dictateurs et progressivement installer la démocratie dans ces pays? Car vous savez, autant que moi, que la Russie s'en plaint également. Je pense qu'effectivement, les anciennes colonies françaises n'ont pas la liberté nécessaire pour se développer. Oui, Jean Lewis, avant de parler de la Russie, de la France et tous les autres pays occidentaux, je crois que nous devrions parler nous-mêmes. Je ne sais pas s'il y a un pays au monde qui sait, parmi les pays occidentaux, s'il y a un parmi eux qui sait développer en utilisant l'apport d'un autre pays occidental. Donc,
si et seulement si on ne voit pas le problème dans ce contexte, si et seulement si on ne fait que compter sur ces pays occidentaux, la Russie et je ne sais quel autre pays, je ne pense pas que le Congo aujourd'hui va connaître un essor. Moi, je reviens sur ce que j'ai dit en amont. Réglons d'abord les problèmes des Congolais entre nous-mêmes et aller voir ces fameux pays occidentaux. Et prenons l'exemple du Rwanda. Le Rwanda qui aujourd'hui, je sais, je ne parle pas du régime rwandais, mais je parle du développement aujourd'hui que tout le monde voit, le développement socio-économique du Rwanda. Je ne pense pas que c'est à travers la France, la Russie, encore d'autres pays occidentaux que le Rwanda est en train de se développer. Pour moi, je me dis, la vision, ce serait d'abord de voir entre nous-mêmes les Congolais, de nous asseoir, de voir. Nous l'avions fait en 90, par exemple. Les problèmes du Congo ont été décortiqués par eux-mêmes, les Congolais. Même quand bien même certains parlent d'une conférence, je ne sais pas, internationale, je ne pense pas que quelqu'un d'autre viendra régler le problème du Congo. Tant que nous-mêmes, nous n'allons pas nous asseoir, tant que nous-mêmes, nous n'allons pas nous accepter. Si on ne le fait pas, si on ne compte que sur ces pays occidentaux, ce sont des pays qui, les pays occidentaux, nous le savons bien que ils jouent sur, qu'est-ce que je peux appeler? Ce sont des pays qui jouent sur leurs intérêts. Ils ne font pas des accords avec les pays du tiers-monde pour un plaisir. Ils jouent sur les intérêts. Et tant qu'on ne va pas comprendre cela, je crois que ni le Congo ni les autres pays africains qui veulent se développer le feront dans cette voie-là. Voilà ce que je pense à propos. Alors, Régis, donc nous saluons donc l'arrivée du doyen Georges Tiba que tout le monde connaît, je crois, Régis Georges Tiba qui. Alors, doyen, est-ce que vous nous entendez? Bon, apparemment. Alors, est-ce que vous nous entendez, Monsieur Tiba? Oui, je vous entends. Voilà, parfait. Voilà, donc vous avez ne touché plus à rien. Tout se passe bien de notre côté. Voilà, donc Régis, la Russie travaille-t-elle pour nous, notamment pour le peuple congolais ou pour les dictateurs? Je voudrais que vous nous donniez, je sais que vous êtes un parti responsable, que vous avez analysé cela, donc tous les dessous, donc lu entre les lignes, justement tout ce qui s'écrit ou se dit sur les rapports Russie-Congo. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que les Russes viennent nous aider? C'est cela. Moi, je dirais les relations entre les États ne sont pas mauvaises. Ça peut profiter dans les deux côtés. Et ça devrait que profiter dans les deux, n'est-ce pas, deux pays frères. Mais concernant le Congo-Brazzaville, à l'heure actuelle, quels que soient les différents accords qu'on peut passer avec d'autres pays, ça va que être couché d'une souris. Pourquoi? Parce que l'expérience a montré que ce régime a échoué. Pendant 40 ans, il a eu la diplomatie ou pas? Elle a fait briller le Congo ou pas? On peut tous donner des réponses là-dessus. Même un niveau néo, je donnerai des réponses que non. Donc, ce n'est pas les relations d'aujourd'hui avec la Russie, qui a été toujours un pays frère avec le Congo-Brazzaville, qu'on va réussir. Je ne crois pas que cela se verra au bien du peuple congolais profond. Dirais-je à l'ethnocratie, à un pouvoir ethnique, au Swaziland, mais pas au Congo. Parce que tout ce que les Congolais ont aujourd'hui, c'est des érosions, la fuite des capitaux, c'est les morgues en cascade, dans les chues. Voilà pourquoi il est très important que la diaspora, tous, nous continuons avec la ligne de nos congrès, avec le président Francis Mouketo, pour renverser la vapeur. Comment? Mais par la moralisation, bien entendu, de la vie publique, comme cela était acté au Congrès. C'est avec les nouvelles générations que le Congo peut respirer, peut aspirer à de bonnes relations diplomatiques. Je veux conclure en disant, nous avons vu dernièrement en Espagne, vous avez vu comment a été reçu M. Denis Sassou Nguesso?
Est-ce que cette manière de l'accueillir, donner du flambeau aux Congolais, donner de la lumière aux Congolais, mais c'est un message qu'on lui donnait. C'est un message qu'on donnait aux South-Soudan. C'est un message d'échec qu'on donnait, n'est-ce pas, à tout ce qui lui représentait. Donc, moi, je dirais, tout ce qu'il peut faire jusque-là, ça ne pourra jamais fleurir le Congo au sens strict du terme. Mais avec les nouvelles générations, donc la jeunesse qui devrait vraiment prendre les choses en main, on dirait oui. Parce que là, c'est les antivaleurs et on ne peut rien faire avec les antivaleurs. Et rien ne pourrait être fait aussi longtemps que le régime social restera au Congo. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà, merci. Donc, nous allons conclure sur cet aspect précis avec M. Georges Tiba qui vient d'arriver. Donc, Georges Tiba, je vous le rappelle, est professeur de psychologie, je crois spécialiste en psycho de l'éducation, voilà, en France, et qui a une longue carrière de près de 40 ans déjà de service et qui est en France. Alors, salut donc, doyen. Vous allez vous jeter à l'eau déjà. Doyen, les Russes, vous les avez connus au Congo, ils étaient là, ils étaient à la Sonamis, à Sunda là-bas. Ils ont construit tout ce que vous savez, les bâtiments et autres, mais voilà, ils tentent de revenir là, au Congo-Brazzaville. Ils ont organisé tout un forum sur l'Afrique, donc imitant les puissances occidentales. Pensez-vous que la Russie soit désormais le sauveur? Est-ce qu'ils sont là pour aider les dictateurs ou bien pour progressivement aider la population congolaise? Car pense-t-il, ces gens n'ont pas ne se développent pas parce qu'ils sont sous l'emprise justement des pays occidentaux. Qu'en dites-vous, doyen Tiba? D'abord des vœux, non? Des vœux? Ben oui. Voilà, je crois qu'il aura encore des problèmes de micro aujourd'hui. Alors, est-ce que vous nous écoutez? Je vous découvre là aujourd'hui. Oui. Mais voilà, j'ai des soucis de connexion en tout cas. Hein. Oui. Et donc mes vœux à tout le monde. Voilà. La question que vous me posez là, elle est un peu, je sais pas si elle est vraiment. J'ai l'impression que c'est une question qui est hors du temps, hein, parce que il y a en amont, il faut avoir un État structuré, et je trouve pas cette structuration. Voilà, donc je ne sais pas je sais pas comment répondre à cette question. Quelles sont les cartes que la Russie est en train de jouer maintenant en Afrique? Voilà, voilà, sont gaspillés encore. Donc vous avez des problèmes de retour et voilà. Donc nous allons donc continuer. Je regrette bien. Je ne sais pas ce que je devrais faire pour être avec vous sur cette antenne. Alors, on va continuer sur un autre... En Centrafrique, par exemple, et donc elle veut s'imposer, tout simplement parce que je pense que la politique française, de ce point de vue-là, est en train de perdre pied. Donc, il y a des puissances comme la Chine, la Russie, qui essayent de prendre possession dans cette emprise sans fin sur les pays africains. Voilà, c'est comme si on était là, on était des mendiants, quoi, à la recherche de ne sais pas quoi. Je n'arrive vraiment pas à faire les contours de tout ça, complètement perdu quand on assiste à tout ça. Hein? Voilà, je suis un peu perdu sur ça. Voilà, merci beaucoup, doyen. Tout en souhaitant que votre micro ne va pas encore lâcher. Alors, nous passons à un autre aspect rapidement sur ce qui a fait le credo de Denis Sassou Nguesso, l'affaire du Fonds bleu. Des réactions sur le Fonds bleu de Denis Sassou Nguesso. J'ai même entendu quelque part que c'est la République démocratique du Congo qui a un territoire beaucoup plus vaste et qui ne s'en agite pas que ne le fait notre président. Mais les fonds bleus, c'est vrai que la République démocratique du Congo a un plus grand territoire que nous. Mais le fonds bleu, c'est encore une occasion d'aller soutirer l'argent. C'est comme si tout était organisé pour avoir non pas des fonds bleus, mais des fonds pécuniaires. Enfin, vous avez entendu le président annoncer qu'il y avait des puits dans le Nord, des puits de pétrole dans le Nord. Hein? Oui. Avez-vous entendu parler de cela?
alors que tous les techniciens parlent plutôt d'une catastrophe. Hein. Si c'est exploité actuellement, c'est inexploitable. Tous les techniciens le disent. Donc on ne peut pas. Chaque fois qu'il y a l'occasion d'avoir des fonds monétaires et non pas des fonds bleus, le Congo est toujours à la traîne, quoi. Enfin voilà. Après c'est le FMI. Vous avez vu nos compatriotes dans... Voilà. Alors, doyen, nous n'allons pas donc faire entorse à ceux qui nous écoutent. Vous avez toujours des problèmes de micro. On va continuer donc cette émission avec doyen. Vous avez encore lâché. Vous ne le constatez pas vous-même. Hein. Je le constate pas. Voilà, je comprends bien. Alors, c'est pourquoi vous voyez que je ne vous mets pas en gros plan pour éviter d'affaiblir le signal davantage. Voilà, nous allons donc passer Je vais assister, écouter. Non, vous pourrez intervenir chaque fois que le micro vous le permet. Alors, nous allons donc passer à la deuxième partie de cette tribune. Non, nous allons continuer sur la question du fond bleu, excusez-moi, avec le professeur Matsuaka. Je vous vois sourire, peut-être quelque chose de bien dans cette initiative de Denis Sassou Nguesso. Non, il y a toujours quelque chose de bien et je ne pense pas que le Congo est obligé d'être plus grand qu'un autre pays pour pouvoir appuyer l'idée du fonds bleu parce que le fonds bleu, c'est simplement quelque chose qui est lié à la protection de l'environnement. Maintenant, quels sont nos enjeux, quels sont nos objectifs et qu'est-ce qu'on vise à travers les fonds bleus? C'est ça qui n'est pas clair. Et aussi, quel est notre agenda et quelle est notre vision? Je pense que nous, tout ce qui nous échappe, c'est simplement la vision des choses parce que étant donné que nous sommes au niveau des bassins du Congo, on pouvait, par exemple, commencer par d'abord aligner les positions des présidents qui sont dans la sous-région et ensuite intéresser les partenaires extérieurs. Mais quand le président va solo et qu'il va faire des voyages de façon personnelle et de façon solitaire, c'est là que vient la désorganisation, que c'est là vient le problème. Sinon, c'est un problème qu'il pouvait régler en tant que groupe de chefs d'État ou bien un groupe de nations et poser le problème comme un bloc uni. Malheureusement, c'est la même question qui revient sur la diplomatie. Notre diplomatie n'a pas une vision claire et ça se fait un peu à la va-vite et selon les humeurs du moment. Et c'est cela qui est regrettable. Sinon, mais le problème même du fonds bleu, c'est une bonne idée puisque ça concerne la protection de l'environnement. Alors, si le problème, Ange Ndébi, le problème, comme le dit le professeur Matsuaka, n'est pas posé comme bloc, ça sous-entend quoi, qu'il y a un plus malin dans le groupe? Plus malin, je ne sais pas, mais pour revenir sur ce que le docteur Roland a dit, fond bleu, oui. Qu'est-ce que cela va changer sur le quotidien des Congolais? C'est seulement si nous connaissons aujourd'hui que la quasi-totalité de la population vit dans la misère. Est-ce que c'est ce fond bleu qui viendra changer le quotidien des Congolais? C'est bien de protéger l'environnement, mais est-ce que en quoi cela va changer sur le quotidien des Congolais? Quand bien même nous savons que le Congo, c'est un petit pays à peine avec moins de 5 millions d'habitants et avec toutes les ressources que nous avons, nous n'arrivons pas à n'office que nourrir le Congolais avec, je ne sais pas, un repas par jour. Et qu'est-ce que ce fonds bleu viendra, comme je l'ai dit, changer dans le quotidien? C'est seulement si ça ne sera pas de l'argent qui ira encore quelque part dans les poches des opportunistes. Voilà ce que je peux dire. Voilà, il y a des gens qui suivent. Oui, voilà, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui suivent l'émission. La question vous revient. Qu'est-ce que le fond bleu peut changer au quotidien des Congolais? Voilà, c'est une petite dissertation. Peut-être que cette thèse, essayez de répondre à cette thèse, Voumina. Peut-être que vous n'en voyez que des aspects négatifs. Qu'est-ce que ça peut changer au quotidien si ce fonds était réellement bien géré et structuré? Merci, mais vous savez, monsieur le journaliste, il y a un problème. Déjà, nous avons touché l'essentiel concernant le Congo, notre cher beau pays. Ceux qui sont à la tête, ceux qui prétendent gérer le pays, ne le gèrent pas dans le sens
où tous les Congolais pouvaient avoir un gain de cause. Voyez-vous? Alors, donc, le fonds bleu, nous avons déjà raté le 14 000 milliards des générations futures. Ce n'est pas sur le fonds bleu que nous allons réussir. Hein. Ce n'est pas sur le fonds bleu que nous allons réussir. L'idée est bonne, oui, mais est-ce que nous avons, nous, des partenaires qui nous font confiance? Déjà, les actions de Bretton Woods, ils ont retiré leur confiance vis-à-vis des autorités de Brazzaville. Et donc, ce n'est pas sur le fond bleu que nous allons encore leur donner confiance. L'environnement, c'est vaste. Nous en voulons bien l'écologie. Nous en voulons bien être parmi les premiers à donner le là en matière de l'écologie. Mais nous n'avons pas la hauteur. Je prends un exemple. Ils nous ont dit qu'ils ont pris de l'argent, 1 000 milliards, pour la municipalisation accélérée. Mais aujourd'hui, on voit les résultats que ça donne. C'est des érosions. Ça ne fait pas partie du fonds bleu, là, quelque part. Ça ne fait pas partie de l'écologie. Non, monsieur le journaliste. Beaucoup reste encore à changer parce que, bien entendu, comme je l'ai dit tantôt, les antivaleurs, voilà pourquoi le MLC, avec Francis Mouketo, nous donnait un slogan, tolérance zéro. L'heure est arrivée que le pouvoir de Brazzaville se rende compte qu'ils ont échoué et qu'ils cèdent la place à la jeunesse. Peut-être ce fonds bleu pourra ressusciter et donner de l'espoir. Mais pour l'instant, je ne vois pas quelques conclusions tirées de la discussion que l'échec qui est d'office à notre portée. Voilà, nous allons donc passer ou terminer, à moins qu'il y ait une toute dernière réaction sur cette question. Nous allons terminer par les problèmes de sécurité à Brazzaville. Doyen, non, d'abord dans la diaspora, doyen Tiba, vous êtes en France. Apparemment, vous n'êtes pas inquiété parce que je n'ai pas entendu votre nom sur cette liste qui a circulé sur les membres de la diaspora qui sont en train d'être traqués. Alors, est-ce que vous pensez justement à vous protéger aussi comme les autres qui prennent déjà des précautions, car on croit que au niveau de la France, ces listes-là ont pour but justement de procéder à des empoisonnements, des fusillades. Les preuves, nous les avons. Alors, Charles Alexandre, je vous informe que vous n'êtes pas prévu sur ce segment. Vous arrivez dans quelques 10 minutes. Quand nous terminons l'émission, Charles Alexandre, vous pouvez la suivre, il n'y a pas de problème. Mais vous n'avez pas aussi de micro pour le moment. Donc, vous devez vous atteler d'abord à arranger vos paramètres audio et vous pourrez revenir pour participer au dernier segment. Alors, nous parlons donc de la sécurité. Doyen Tiba, vous n'êtes pas inquiété, alors les autres le sont. Mais tout le monde est inquiet. Tout le monde est inquiété. On n'est pas à l'abri de moindre précaution, en tout cas. Hein? Dans un pays où règne la dictature, on peut s'attendre à tout. Hein, voilà. Au-delà, je voudrais que vous réagissiez sur cette information qui a circulé. Que pensez-vous? Pourquoi pensez qu'effectivement ce pouvoir serait tenté à traquer? Nous avons déjà parlé de ça ici, mais je voudrais que nous revenions traquer les gens au-delà des frontières de cette façon. Ben, on a vu à Paris, en tout cas, le MeToo agressé. Ben, on a vu pas mal de personnes allant à l'ambassade être agressées. Alors, comme je ne suis pas tout à fait jeune, je me souviens moi-même, étant représentant des étudiants congolais, j'étais parti à l'ambassade pour déposer des dossiers à l'époque, il y a plus de 20 ans, pour la santé des étudiants. J'avais été moi-même interpellé, on m'avait demandé pourquoi je ne rentrais pas au pays. Hein, donc, on est toujours indexé pour quoi que ce soit. C'est pas nouveau, hein, tout ça. Hein. Peut-être ça prend un peu plus d'ampleur parce que il y a toute une, on va dire, un pléthore d'associations. Voilà. Dommage encore. Alors, nous allons donc donner la parole à qui veut la prendre entre Régis et voilà. Hein, voilà. Donc, tant qu'il n'y aura pas de structure, parce que tout à l'heure, je répondais pas bien à la question de Fonds Bleu parce que il faut une technostructure pour aborder ces choses-là. Oui. Allez-y,
Ange, sur les questions de sécurité. Bon, moi, je n'ai pas la véracité de cette information. Interafricain, Que... voyez-vous, c'est exactement le souci qu'on peut avoir avec l'histoire de la sécurité. Doyen, vous n'avez plus la parole, là, vous avez déjà fini, là, votre segment. Je ne... je pas vois vrai. Bernard Pongui qui est là. Bernard Pongui, je vais vous mettre donc c'est pas vrai. Parce que vous commencez dans quelques... C'est pas vrai. Quelques 8 minutes, par là, Bernard Pongui. Voilà, donc allez-y, Ange. Oui, je disais que personnellement, je n'ai pas la véracité de cette information. Je l'ai apprise comme tout le monde à travers les réseaux sociaux. Ce que je dirais, nous sommes dans les pays où la démocratie, disons, fonctionne à 2 vitesses. Il n'y a pas que le Congo. Hein. Quand vous voyez la plupart des pays d'Afrique centrale, c'est une démocratie à 2 vitesses. Et donc, tous les coups sont permis. Je ne serais pas surpris que de telles pratiques ou de telles méthodes puissent être employées pour évidemment chercher à éliminer ou à écarter ceux qui s'opposent avec le régime en place. Mais ce que je dirais aussi, c'est que nous qui nous disons, tous ceux qui se disent opposants doivent l'être aussi d'une manière quelque peu honnête. Parce que nous connaissons aussi que dans le lot de tous ceux qui se disent opposants, il y a de ceux-là qui, le matin, il te dit il est opposant, mais la nuit, il est autre chose. Et dans ce cas-là, on ouvre aussi la porte à ceux-là qui, évidemment, nous dirigent et qui peuvent facilement nous manipuler. Je parlerai particulièrement de la place de Paris. Beaucoup de choses se passent sur la place de Paris et ça ne m'étonnerait pas que de telles pratiques puissent avoir de l'ampleur. Oui. Et soyons d'abord sérieux avec nous-mêmes. Si nous voulons mener un combat politique, soyons d'abord sérieux et pragmatiques avec nous-mêmes avant de pouvoir crier à tout bout de champ qu'il y a le diable par-ci, qu'il y a le diable par-là. Voilà. Alors, Ange, je vous informe que ce n'est pas du tout une vue de l'esprit quand on parle de ces menaces. Vous avez Joe Curtis qui suit l'émission et qui nous dit « Le mois passé, j'ai reçu des appels de menaces. Nous demandons d'arrêter avec l'activisme, sinon nous allons disparaître, et moi et Bernard. » Alors, c'est ce que j'ai dit à Jean Lewis. J'ai dit ici que nous savons que la démocratie chez nous, quand je parle chez nous, je parle de la plupart des pays de l'Afrique centrale, elle fonctionne à 2 vitesses. Comprenez mon expression de 2 vitesses. Oui. Et donc, dans ces conditions-là, tous les coups sont permis. Ça ne m'étonnerait pas que de telles pratiques puissent être employées. Et vous savez, pour le cas du Congo, par exemple, les personnes qui nous dirigent sont là depuis les années 60. Et quand j'ai suivi la conférence nationale souveraine de 90, on nous a parlé pas mal des problèmes liés à de telles pratiques. Et pour moi, ça ne me surprendrait pas. Ce que je dirais aujourd'hui, c'est ceux qui ont accepté mener le combat politique doivent le faire avec toute honnêteté et éviter d'être, je ne sais pas, soit à gauche, soit à droite, pour évidemment éviter, excusez-moi la tautologie, de tomber dans ce genre de piège. Voilà ce que je peux dire à Jean Lewis. Voilà, Régis, c'est à vous. Est-ce que vous êtes en France, là-bas, vous avez au moins eu cette information, non? Oui, nous avions eu cette information par Maître Sylvain Senda. D'ailleurs, même c'est à travers la vidéo qu'il a donné ce message, étant lui-même dans ses fonctions et en plein travail, qu'il avait pris congé pour venir nous le diffuser. Bref, mais je crois que dans une démocratie, au sens strict du terme, on n'a même plus encore parlé de ce genre de pratiques. Donc, ça veut dire que, bien entendu, que le régime de Brazzaville n'a plus rien à proposer aux gens, donc au peuple du Congo. Je ne sais pas si me fait comprendre. Je vous suis.
Donc, il faut impérativement, n'est-ce pas, qu'on arrive à mettre fin de façon diplomatique, politique, n'est-ce pas, à ce genre de régime. Et cela, c'est pas, comme nous l'avons dit au Congrès, par une conférence internationale sur le Congo-Brazzaville, sous l'égide de la communauté internationale. Je veux dire quelque chose. J'ai appris là que, bon, voilà, si nous-mêmes, on ne peut pas se donner des solutions, c'est pas l'extérieur de venir donner des solutions. Mais je me vois aussi dans l'obligation de répondre à l'instant. Nous nous sommes donné cette élan-là de entre nous. Il y a eu le dialogue de Diata, il y a eu le dialogue de Sibiti, il y a eu le dialogue de Wesso. Et ces dialogues-là ont donné quoi aux Congolais? Qu'est-ce que ça a changé? Quelle crédibilité que le Congo s'est doté de ces dialogues vis-à-vis des institutions internationales? Voilà la question qu'on se pose. Or, M. Denis Sassou Nguesso, il faut le savoir, c'est le président, si la mémoire ne pose pas compagnie, c'est le président de la conférence internationale des pays du Grand Lac. Ça, au moins, on ne peut pas me dire le contraire là-dessus. Alors, d'où vient que ça puisse blesser le bas lorsqu'on demande, le MRC demande, la tenue d'une conférence internationale sur le Congo-Brazzaville sous l'égide de la communauté internationale? Je ne devrais pas blesser le bas. C'est une voie, l'une des voies alternatives pour que nous arrivions, n'est-ce pas, à la sortie de crise. Ça n'arrange personne. Ce n'est pas en mettant la chasse aux sorcières comme politique réelle de ce régime qu'on va arriver à des solutions. Moi, je ne crois pas. Il faut réfléchir d'une autre manière. Donc, il nous faut, si on demande la tenue de la communauté internationale, c'est pour rendre un peu crédible l'ensemble des décisions qui pourraient être actées. Le Congo, c'est pour nous tous. Tout le monde veut jouer un rôle dans la sortie de crise du Congo-Brazzaville et il y a des propositions qui sont là. Voilà. Voyez ce que je peux vous dire. L'insécurité. Voilà, ça valeur de conclusion, je crois. Vous avez dit de l'insécurité, mais l'insécurité ne peut qu'être à la merci de ce pays-là quand le régime lui-même n'est pas légitime. L'insécurité vient de là dans un premier temps. Il faut d'abord prendre le mal à sa racine. Et le mal de l'insécurité, pour moi, c'est d'abord le régime qui n'est pas accepté par tous les Congolais. Voilà, nous allons conclure sur avec le professeur Matouaka. Je voudrais que vous réagissiez à ceci. On constate qu'à Brazzaville, il y a plutôt des écervelés, des individus isolés, plutôt qui utilisent des méthodes d'intimidation. Et on a vu que l'autre jour, un journaliste de ce qu'on appelle, je crois, PSTV a été bastonné après une intervention une interview, encore que c'était trop de risques qu'il prenait, ce journaliste-là, vous l'avez vu sur Facebook, avec un visage boursouflé. Alors, ces intimidations ne rassurent plus, autant pour ceux qui vivent à Brazzaville que pour ceux qui doivent aller à ce dialogue. Je voudrais que vous puissiez conclure sur ce point. Jean Lewis, est-ce que je peux dire un mot, s'il te plaît, rapidement? Vous allez conclure aussi, non? Vous aurez oui, on fait un dernier tour de table. Comment? Je cours derrière le temps là, j'allais dire un petit mot avant. Mais quand on n'a pas le temps, on ne va pas être à l'émission. Allez-y, je vous écoute. C'est sur le problème de l'insécurité. Jean Lewis, oui? Le problème de l'insécurité n'est pas seulement un problème lié avec les opposants ou encore les pratiques du pouvoir de Brazzaville. Aujourd'hui, le problème de l'insécurité est pratiquement un problème très, très, très critique au Congo. Parce que, évidemment, il y a cette dépravation des mœurs. Aujourd'hui, vous arrivez au Congo. J'ai fait des tours au Congo, j'ai fait des voyages au Congo. Évidemment, même la population n'a plus confiance. Parce que il y a des braquages par-ci, par-là. Il y a des vols à main armée. Il y a des tueries. Et donc, c'est un problème, évidemment, je ne sais pas comment le résoudre, mais c'est un problème récurrent et très, 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 très critique en ce moment. Et je ne sais pas en quoi nous allons nous en tenir pour, évidemment, arriver à des solutions, mais il faut vraiment des grandes réflexions. Voilà ce que je peux dire rapidement.
Voilà, les solutions, on les cherche, sont-elles politiques? Professeur Matsuaka, je reviens à la question que je vous ai posée. Oui, les solutions sont toujours politiques parce que qui dit politique dit leadership et qui dit leadership dit la vie d'une nation. Je ne suis pas surpris que ce qui se passe au pays ait des répercussions en France ou partout à l'étranger parce que c'est le même cas. Je le disais dès le départ, qu'est-ce que nous entendons par la démocratie, la diplomatie, la sécurité? Parce que la première question qu'il faut se poser, qui est en sécurité, qui est en insécurité? Nous voyons que toutes les autorités congolaises, personne parmi eux n'est en insécurité. L'insécurité n'existe que pour les populations. Donc, pourquoi l'insécurité pour la population? Mais c'est aussi une technique de préservation de pouvoir parce que l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est pérenniser certains pouvoirs. Et quand on veut pérenniser certains pouvoirs, tout y passe. Et maintenant, quand on est dans cet état d'intimidation au quotidien, évidemment, chaque individu va se lever, va se donner un plan de pouvoir. Nous avions, en dehors du fait que vous venez de souligner, où le journaliste a été agressé, il y a aussi cette vidéo qui a circulé pendant un certain temps où un monsieur venait accueillir sa fiancée à l'aéroport, lui apporter des fleurs, mais parce que ça attirait l'attention, subitement un policier est venu interrompre pour blâmer les gens, que les gens voyaient les gens menacer d'envoyer les gens en prison. Et évidemment, ces choses arrivent. Et ça, c'était même à l'aéroport, où ici, nous voyons ça tous les jours. Vous allez à l'aéroport, vous voyez les gens avec des fleurs, accueillir leur fiancé, parfois même faire des amourettes et tout et tout. Ça passe, mais pourquoi là-bas, c'est un problème? Parce que quand une situation est devenue une situation de pourriture ou bien de perte de contrôle, évidemment, ces choses-là se passent parce que l'ambition et la vision, c'est terroriser, traumatiser la population pour préserver un pouvoir. Et dans cette logique-là, vous allez comprendre qu'il y aura la sécurité pour eux, mais il n'y aura pas la sécurité des populations et du reste des Congolais. Et que cela se transporte en France, c'est le même scénario parce que même en France, comme nous le disons toujours ici, comme l'a su le dire Félicien, la diaspora de France n'est pas aussi exempte de ces choses-là parce qu'elle est aussi divisée, parce que aussi d'un côté comme de l'autre, il y a des marchands d'illusions, il y a des affairistes, il y a des activistes qui sont activistes de nom, et il y a ceux qui se battent vraiment pour changer les choses. Donc, dans ce mélange-là, évidemment, normalement, ces choses-là doivent se passer parce que nous ne sommes pas organisés, parce que la vision est ailleurs et parce que l'ambition, c'est préserver un pouvoir, garder le statu quo et avancer dans ce sens-là. Donc, même quand vous disiez que, on va apporter une solution, on va résoudre tel problème, je ne pense même pas que le pouvoir de Brazzaville est vraiment convaincu qu'il y a un problème. La seule inquiétude pour eux, c'est que le FMI n'a pas donné de l'argent. Comment rassembler les Congolais, faire un semblant de dialogue pour montrer au FMI qu'on a parlé, donner l'argent, on va avancer. Mais sinon, est-ce qu'on veut résoudre les problèmes de fond? Non. Résoudre les problèmes de fond, c'est mettre en cause le pouvoir. Et quand on met en cause le pouvoir, ça veut dire qu'on veut poser la question de qui est là, qui est président, qui est politicien, qui est maire, qui est ceci. Est-ce que la démocratie fonctionne? Bref, on va tout remettre en cause et personne n'est prêt pour remettre en cause. Donc, on veut saupoudrer, on veut toucher papier ici et là, mais en ne changeant rien, mais changer l'aspect extérieur pour que de l'extérieur, qu'on estime qu'il y a une démocratie qui fonctionne et que les gens continuent d'avancer comme ils avancent. Sinon, personne ne veut changer les choses parce qu'il y a ceux qui, dans l'état actuel, trouvent leur compte, trouvent leur vie, ils sont heureux, en tout l'ordre du monde et ils veulent en rien que les choses changent. Donc, si rien ne marche, les solutions qu'on propose, est-ce que vraiment c'est pour les populations congolaises ou bien pour l'élite dirigeante qui, elle, n'a pas de problème, elle est à l'aise? Vous pouvez